Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on s'attaque à un sujet aussi fascinant que complexe, l'Argentine. On s'est plongé dans un document académique assez dense qui retrace presque 2 siècles d'une histoire, mais alors incroyablement mouvementée. On va parler de l'indépendance de 1816 jusqu'au début des années 2010. L'idée, c'est vraiment de comprendre les cycles qui semblent se répéter sans cesse, le poids de l'armée, l'énigme du péronisme, et cette quête presque sans fin pour une démocratie stable. Et pour commencer, il y a un détail qui m'a vraiment surprise. C'est le nom même du pays, Argentine. Ça ne vient pas des Argentins eux-mêmes. Non, pas du tout. En fait, ça vient de cartographes vénitiens au XVIe siècle. Ah oui. Oui, ils ont vu ce grand estuaire, le Rio de la Plata, donc le fleuve de l'argent. Et dans leur imaginaire, ils se sont dit que ce fleuve menait tout droit aux fameuses mines d'argent de Potosi. Qui sont en Bolivie actuelle. Exactement. Donc, c'était une sorte de fantasme, une projection de richesse. Le pays, lui, n'adoptera officiellement ce nom qu'en 1860. Mais tout part de là, d'un rêve de métal précieux. Un rêve qui va assez vite se heurter à la réalité. Et cette réalité, dès le départ, c'est le pouvoir des militaires. C'est ça. C'est vraiment le fil rouge de toute l'histoire argentine. Dès la guerre d'indépendance, l'armée, ce n'est pas juste une force de défense. Elle devient un acteur politique central, un faiseur de rois, ou plutôt de présidents, de dictateurs. De 1816 à 1914, ce sont les généraux qui tiennent le pays. Pour comprendre l'Argentine, il faut d'abord comprendre le poids de l'uniforme. Alors, commençons par le tout début, Buenos Aires. Ça n'a pas toujours été cette capitale immense qu'on connaît. Ah non, loin de là. La première fondation par les Espagnols en 1536, c'est un échec total. D'accord. La colonie est abandonnée, il faut attendre 1580 pour une deuxième tentative, qui cette fois fonctionne, mais pendant des siècles, ça reste un port de seconde zone, un peu au bout de l'Empire. Ce qui va faire sa fortune, c'est le cuir et, il faut le dire, la contrebande. C'est ça qui lui permet de grandir. Oui. Elle passe d'une petite bourgade de 10 000 âmes au milieu du XVIIIe siècle à une ville de 100 000 habitants juste avant l'indépendance. Et c'est là qu'arrive un épisode que je trouve incroyable. On pense toujours à l'Espagne, mais ce sont les Britanniques qui tentent d'envahir la ville. En 1806 et 1807, oui, et ils se font repousser. Et ils se font repousser par les milices locales dirigées par Un Français. Jacques Deligné, de Niort. Un destin absolument romanesque. Et cet événement, il est capital, Pourquoi? parce que pour la première fois, les créoles, les porteños, réalisent deux choses. 1. L'Espagne est incapable de les défendre. Et 2. Ils sont capables de se défendre eux-mêmes contre la plus grande puissance navale du monde. La confiance que ça a dû leur donner. C'est immense. C'est le vrai déclic psychologique qui va mener tout droit à l'indépendance. Donc, le processus s'enclenche en 1810, la junte de Buenos Aires chasse le vice-roi espagnol, mais bon, déclarer son autonomie, c'est une chose, la gagner sur le terrain, c'en est une autre. Tout à fait. Et c'est là qu'intervient une figure majeure, le padre de la patria, le général José de San Martín. Le père de la nation. Exactement. C'est le grand stratège de l'indépendance. Entre 1814 et 1817, il mène des campagnes militaires légendaires, notamment sa traversée des Andes pour libérer le Chili, puis le Pérou. C'est lui qui brise la puissance militaire espagnole dans la région. Et ça permet au Congrès de Tucumán de proclamer l'indépendance le 9 juillet 1816. L'ennemi commun espagnol est vaincu. On pourrait s'attendre à une période de paix, de construction. Et c'est tout le contraire qui se produit. C'est ça, À peine indépendants, ils commencent à se faire la guerre entre eux. Pendant presque 50 ans. 50 ans de guerre civile. Une guerre civile quasi permanente, oui. Deux visions du pays s'affrontent, et violemment. D'un côté, à Buenos Aires, les unitaires. Des libéraux, des intellectuels qui veulent un État centralisé, moderne, à l'européenne. Et de l'autre, dans les provinces, les fédéralistes. Les fameux codillos. Voilà. Les grands propriétaires terriens, les chefs de guerre qui règnent sur leurs terres et refusent l'autorité de la capitale. Et cette période est incarnée par un homme, Juan Manuel de Rosas. Un personnage, Assez particulier. un tyran, dirait beaucoup. Il dirige le pays d'une main de fer de 1829 à 1852. Et toute l'ironie de l'histoire argentine est là. Rosas, c'était le chef des fédéralistes. Il se battait pour l'autonomie des provinces. Mais une fois au pouvoir, il a mis en place le régime le plus centralisé et autoritaire qui soit pour écraser ses rivaux. Cette première ère se termine donc dans le sang, victoire décentraliste, et puis la conquête du désert. Un nom assez poétique pour une réalité qu'il est beaucoup moins.
C'est un euphémisme. Ce n'était pas un désert, c'était la Patagonie, habitée par des peuples autochtones. Et cette conquête menée par le général Julio Argentino Roca, c'est un ethnocide pur et simple. Un massacre planifié pour s'emparer des terres. Et c'est sur ce crime fondateur que se construit la République moderne, avec Buenos Aires proclamée capitale fédérale en 1880. Alors, une fois les guerres civiles terminées, les peuples autochtones éliminés, quel genre de république s'installe-t-il? J'imagine qu'on est loin d'une démocratie. On parle de république conservatrice. De 1880 à 1916, le pouvoir est confisqué par une oligarchie. Les grands propriétaires terriens, les exportateurs? Exactement. Regroupés dans un parti unique de fait, le PAN. Économiquement, c'est l'âge d'or. L'Argentine devient l'une des 10 premières puissances mondiales, le grelier du monde. C'est là qu'on dit riche comme un Argentin. C'est de là que ça vient. Et pour faire tourner la machine, on fait venir des millions d'immigrants, surtout des Italiens et des Espagnols. Et le premier président de cette ère, c'est ce même général Roca. Lui-même. Et ce qui est paradoxal, c'est que ce militaire ultra-conservateur va mener une politique de laïcisation assez radicale. Il instaure le maillage civil, les écoles publiques, laïques. Il entre en conflit direct avec l'Église catholique. Mais ce système où une petite élite contrôle tout, ça ne peut pas durer éternellement. Une opposition commence à naître. Oui, dans les villes qui grandissent, on voit apparaître une classe moyenne, une classe ouvrière. C'est la naissance du syndicalisme, avec la Fédération ouvrière argentine en 1901. Et surtout, la création d'un parti qui va tout changer. L'Union civique radicale, l'UCR. Son fondateur, Leonardo Alem, a une fin tragique. Après l'échec d'une révolte, il se suicide en laissant une note. Une note célèbre, oui. Qu'il se casse, mais qu'il ne plie pas. Que se rompa pero que no se dobla. C'est son neveu, Hipólito Yrigoyen, qui va finalement réussir là où il a échoué. Comment il s'y prend? Par la pression politique. Pendant des années, les radicaux pratiquent l'abstention. Ils refusent de participer à des élections qu'ils savent truquer. Ça délégitime le système. Finalement, en 1912, l'oligarchie, qui a peur d'une explosion sociale, finit par céder. La loi Sáenz-Peña est votée et elle instaure le suffrage universel masculin, secret et obligatoire. Une vraie révolution démocratique. Absolument. Et mécaniquement, aux premières élections libres, en 1916, Yrigoyen est élu président. C'est donc le premier président élu démocratiquement. Et il mène des réformes sociales importantes. Mais il instaure un salaire minimum, le repos dominical, il défend les petits agriculteurs. En 1922, il crée la compagnie pétrolière nationale YPF. Il est immensément populaire. Mais, et il y a un mais, c'est un personnage très contradictoire. Comment le même homme qui instaure le salaire minimum peut-il faire fusiller des grévistes? Je pense à la Semaine tragique de 1919 ou à la Patagonie rebelle. C'est le grand paradoxe d'Yrigoyen. C'est un père des réformes sociales, mais c'est aussi un homme d'ordre, un nationaliste intransigeant. Pour lui, l'État est au-dessus de tout. Quand il estime qu'une grève menace l'ordre public, il n'hésite pas à envoyer l'armée. Et la répression est d'une brutalité inouïe. Et c'est la crise économique qui va le faire chuter. Le crash de 1929, ça dévaste l'économie argentine, qui dépend totalement de ses exportations. L'oligarchie, qui ne l'a jamais vraiment accepté, voit sa chance. En septembre 1930, le général Uriburu le renverse. Le premier coup d'État du XXe siècle en Argentine. Et le début d'une triste tradition. Exactement. Et là commence ce qu'on appelle la décennie infâme, jusqu'en 1943. Le nom dit tout. Retour de la fraude électorale, de la corruption, de la répression politique, le tout sur fond de crise. Et c'est dans ce contexte très trouble qu'un colonel, encore inconnu, commence à se faire un nom. Juan Domingo Perón. Perón arrive sur le devant de la scène avec un nouveau coup d'État militaire en 1943. Un groupe d'officiers nationalistes qui prend le pouvoir. Perón, lui, obtient un poste qui semble secondaire, ministre du Travail. On pourrait penser que c'est une voie de garage, loin de la défense ou des finances. Et c'est là qu'est tout son génie. Il comprend avant tout le monde que le vrai pouvoir en Argentine n'est plus seulement dans les casernes. Il est dans les usines, dans les banlieues de Buenos Aires. Et depuis son ministère, il va littéralement construire sa base de pouvoir. Il fait voter des lois sociales révolutionnaires, hausse de salaire, congés payés, 13e mois, retraite. Il devient le héros de la classe ouvrière. Le héros absolu.
Ce qui, évidemment, inquiète les autres factions de l'armée. Qui prennent peur de sa popularité. Exactement. En octobre 1945, elles le forcent à démissionner et le font emprisonner. Elles pensent en être débarrassées. Grosse erreur. Parce qu'elles ont sous-estimé une personne immense, sa compagne, Eva Duarte, Evita, une jeune actrice de radio très populaire. Et c'est elle qui va transformer sa chute en triomphe. Elle utilise son micro pour appeler les travailleurs à l'aide. Le 17 octobre 1945, c'est une marée humaine. Les fameux descamisados, les sans-chemise. C'est ça. Des centaines de milliers d'ouvriers qui marchent sur la place de Mai à Buenos Aires. Ils ne demandent qu'une chose, la libération de Perón. L'armée est dépassée, le gouvernement panique et il cède. Perón est libéré, accueilli en triomphe. Et il épouse Eva 4 jours plus tard. Le mythe Perón-Evita est né ce jour-là. Absolument. Il n'est plus juste un homme politique, Non, c'est un leader charismatique. porté par une ferveur populaire incroyable. Et c'est ça, son coup de génie. Il n'a pas seulement donné des augmentations, il a donné aux descamisados une dignité, une fierté, une identité politique. C'est ça, le péronisme. C'est ça, c'est une idéologie, le justicialisme, cette troisième voie entre capitalisme et communisme. Mais c'est surtout un lien affectif, presque mystique, entre un leader et son peuple. Et c'est pour ça que ça survivra à tout. Élu président en 1946, il applique son programme. Nationalisation et, poussé par Evita, le droit de vote pour les femmes en 1947. Oui, mais le tableau a ses ombres. La mort d'Evita d'un cancer en 1952, à 33 ans, c'est une catastrophe pour le régime. Il perd sa meilleure porte-parole. Sa connexion directe avec le peuple. Ensuite, l'économie commence à s'essouffler. Et Perón commet une erreur fatale. Il s'attaque à l'Église catholique, en légalisant le divorce. Il est excommunié en 1955. Pour l'armée, très catholique, c'est la ligne rouge. Et un nouveau coup d'État le renverse en septembre 1955. Il part pour un exil qui va durer 18 ans. Et pendant tout ce temps, que se passe-t-il? C'est une impasse totale. Les militaires sont au pouvoir et leur obsession, c'est d'éradiquer le péronisme. Ils interdisent le parti, interdisent même de prononcer le nom de Perón. Mais ça ne marche pas. Ça ne marche pas. À chaque fois qu'ils autorisent des élections un peu libres, les candidats péronistes, même déguisés, l'emportent. Le pays est ingouvernable. Jusqu'au retour de Perón en 1973, on imagine que c'est la fin de l'impasse, un happy end. Mais non, c'est là que commence la période la plus sombre. C'est une tragédie. Perón revient, il est élu avec plus de 60% des voix, mais il a 78 ans, il est malade. Et surtout, le mouvement péroniste qu'il retrouve n'est plus le même. Il est devenu un monstre, fracturé entre une extrême gauche, la guérilla des Montoneros, Et une extrême droite. voilà. Les deux factions s'entretuent dans les rues, Perón est dépassé, il meurt le 1er juillet 1974, à peine un an après son retour. Et il laisse le pouvoir à sa troisième épouse, Isabela Perón, qui était sa vice-présidente. Isabelita, elle n'a aucune expérience politique, et elle est sous l'influence de son ministre, un personnage sinistre, José López Rega. L'éminence grise. Et surtout, le chef d'un escadron de la mort d'extrême droite, la AAA, l'Alliance anticommuniste argentine. Le pays bascule dans une violence généralisée. La AAA assassine des syndicalistes, des artistes. En face, les guérillas multiplient les attentats. C'est le chaos. Et l'armée n'attendait que ça. Le 24 mars 1976, elle prend le pouvoir. Mais ce n'est pas un coup d'État classique. La junte du général Videla a un projet ambitieux. Le processus de réorganisation nationale. Un nom bien technocratique. Qui cache un plan d'extermination systématique de toute opposition. C'est le début de la guerre sale. Et là, on entre dans l'horreur absolue. C'est une machine de mort étatique, planifiée, industrielle. Plus de 500 centres de détention clandestins. La torture est systématique. Et ils inventent une méthode de disparition effroyable. Les vols de la mort. C'est-à-dire ? Les prisonniers, drogués mais encore vivants, sont jetés depuis des avions dans l'océan, pour qu'il n'y ait aucune trace. On parle de 15 000 à 20 000 disparus. Comment un tel régime a-t-il pu tomber ? Par orgueil. En 1982, la junte est aux abois économiquement. Pour ressouder la nation, elle se lance dans l'invasion des îles Malouines. Les Falklands. Exactement, un calcul cynique qui tourne au fiasco. La défaite militaire face au Royaume-Uni est rapide, humiliante. Le prestige de l'armée s'effondre. C'est la fin. La démocratie revient en 1983. Le nouveau président, Raúl Alfonsín, a l'immense courage d'organiser le procès des chefs de la junte. Un moment historique.
Mais les années 90 voient le retour du péronisme avec Carlos Menem. Et c'est un péronisme méconnaissable. C'est-à-dire? Il applique un programme néolibéral ultra-radical, privatisation massive et une parité fixe entre le peso et le dollar. Un modèle qui a donné une illusion de stabilité, un peu comme si on attachait sa voiture à une Formule 1 avec une simple corde. Ça va très vite jusqu'à ce que la corde casse. C'est une excellente analogie. Et la corde casse de manière spectaculaire en décembre 2001. C'est la plus grande crise économique et sociale de l'histoire du pays. Le système explose. Le chaos total. Des économies des gens s'évaporent. La situation est telle que le pays voit défiler 5 présidents en 2 semaines. C'est sur ces ruines que va se construire l'ère suivante, celle des Kirchner. Oui, Nestor Kirchner, un péroniste de gauche, élu en 2003, puis son épouse, Christina. Ils rompent totalement avec le néolibéralisme. Ils renégocient la dette, l'économie repart, tirée par les prix très élevés du soja, et surtout, ils annulent les lois d'amnistie qui protégeaient les criminels de la dictature. Les procès reprennent. Un acte refondateur, mais qui va aussi créer une polarisation extrême dans le pays, une fracture qui dure encore aujourd'hui. Quand on prend du recul, c'est une histoire à la fois fascinante et épuisante. On a l'impression d'une nation condamnée à répéter les mêmes cycles. Prospérité fulgurante, effondrements brutaux, démocratie fragile, coup d'État. Et cette ombre permanente du péronisme, qui change de visage, mais reste toujours au centre du jeu. C'est le grand paradoxe argentin. Un pays potentiellement richissime, avec des terres, des ressources, une population éduquée, mais qui n'a jamais réussi à trouver un consensus politique et économique durable. C'est une oscillation perpétuelle entre des projets de société radicalement opposés. Ce qui nous laisse avec une question pour la suite. Après presque 2 siècles de ces cycles de crise, de redressement, on se demande si l'Argentine a enfin trouvé le moyen de briser les schémas de son passé, ou si les fantômes de la guerre sale et les sirènes du populisme, qu'ils soient de droite ou de gauche, continuent inlassablement de façonner son avenir.